Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir un sujet qui a fait couler pas mal d'encre sur les livres, sur les forums, sur internet en général. Il y a eu beaucoup de choses dites dessus, du vrai, du faux, de l'absurde. Nous allons voir la différence entre les différents capteurs qui équipent principalement les réflexes, c'est-à-dire les full frame et les APS-C. Il existe d'autres formats de capteurs, même pour les réflexes, tels que les APS-H, mais les deux formats principaux sur les réflexes sont les full frame et les APS-C. C'est pour ça que nous nous étendrons principalement dessus. Ceci dit, en première partie, je vais vous présenter les différents formats des capteurs qui existent. En seconde partie, nous verrons du coup l'impact que ça a sur votre prise de vue. Est-ce que par exemple, quand votre vendeur, quand vous avez acheté votre appareil photo, qui vous a dit que les chiffres que vous avez au niveau de la distance focale de votre objectif ne sont pas les bons, est-ce qu'il était dans le vrai ou dans le faux? Ensuite, nous verrons aussi ce que ça a comme impact au niveau de la profondeur de champ. Et enfin, en troisième partie, nous verrons les différents objectifs qui existent. Vous savez que chaque marque propose deux types d'objectifs, les full frame ou pour les APS-C. Est-ce que je peux mettre des objectifs full frame sur un capteur APS-C ou vice-versa, et du coup, quel impact ça a? On ne va pas traîner plus longtemps, on envoie la sauce, à tout de suite. Quand vous avez choisi votre appareil photo, on a dû vous dire qu'il existait plusieurs tailles de capteurs. Alors, quelles conséquences ça a et à quoi ça sert? Quand on avait les pellicules, le format le plus courant, puisqu'il existait plusieurs formats de pellicules, était le 24-36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je réservais une photo, que je prenais une photo, je réservais sur la pellicule un cadre de 36 mm de long sur 24 de haut. C'était donc un format 2/3. La hauteur est égale à 2/3 de la longueur. Aujourd'hui, dans les appareils photo numériques, le capteur est l'élément qui coûte le plus cher dans les boîtiers. Du coup, plus je vais aller dans les entrées de gamme, plus on va diminuer la taille du capteur. Alors quel type de capteur il existe? Il existe les moyens formats. Les moyens formats ne sont pas vraiment connus pour la bonne raison, c'est qu'ils n'équipent pas vraiment les appareils photo les plus courants. Ils vont utiliser, par exemple, être utilisés chez les Hasselblad, et ce sont des capteurs qui sont plus grands que les capteurs que l'on trouve dans les appareils photo réflexes. Ils sont de bien meilleure qualité, effectivement. On peut mettre pas mal de millions de pixels, puisque par exemple un Hasselblad monte jusqu'à 60 millions de pixels, mais le prix d'un Hasselblad est aux alentours de 25 000 €. Ensuite, nous avons deux grandes familles de capteurs qui équipent les appareils photo réflexes. Nous avons ce que nous appelons le full frame, ou si vous préférez le plein format, dont la taille du capteur est égale à la taille de la pellicule que l'on réservait au moment où on prenait une photo, c'est-à-dire que le capteur fait 36 mm de long sur 24 de haut. C'est donc un format 2/3 comme on le retrouvait dans les pellicules avant. Les appareils photo qui sont équipés de full frame vont être chez Canon le 1DX, le 5D et le 6D. Chez Nikon, nous avons le D3S et le D800. Et chez Sony, nous avons l'Alpha 900. Ensuite, il existe une deuxième famille de capteurs chez les réflexes qui sont plus fréquents. Les APS. Dans les APS, il y a deux formats, l'APS-H et l'APS-C. L'APS-H est très rare, il a été équipé surtout chez un EOS Canon. Il est 1,3 fois plus petit que le full frame, ou si vous préférez, le plein format. C'est-à-dire que son capteur est 1,3 fois plus petit que le 24-36 mm. C'est toujours, par contre, du 2/3. Ensuite, il existe l'APS-C. C'est le format le plus courant. Il équipe la plus grande majorité des réflexes. L'APS-C est vraiment le format le plus courant que vous allez trouver. Chez toutes les marques, autres que chez Canon, le format est 1,5 fois plus petit que le plein format. Chez Sony, chez Nikon, chez Alpha, c'est 1,5 fois plus petit que le plein format. Chez Canon, il est 1,6 fois plus petit que le plein format. On verra tout à l'heure que ça a une petite conséquence sur votre prise de vue. Il existe enfin un autre type de capteur, c'est-à-dire les micro-capteurs qui sont au format, eux, par contre, 4/3. Ce ne sont plus des formats 2/3. Ils vont équiper, par exemple, ils sont en général, 2 fois plus petits que les capteurs full frame, et ils vont équiper, par exemple, les bridges haut de gamme sur lesquels on peut changer, par exemple, les objectifs. Enfin, il existe les petits formats qui sont environ 3 fois plus petits que les full frame, et eux vont équiper les bridges et les appareils photo compacts. Les capteurs sont composés de ce que l'on appelle photosites.
Bien souvent, on va vous parler de mégapixels ou de millions de pixels dans les commerces quand on va vous vendre votre appareil photo. Eh bien, tout simplement, quand vous avez 10 millions de pixels sur votre capteur, vous avez 10 millions de photosites sur votre capteur. Ce sont les cellules qui permettent de capter la luminance qui arrive sur les capteurs directement. Alors, quel impact ça a? Bien, la taille du capteur a un impact directement sur la qualité de ces photosites. Vous comprenez bien que si je mets 10 millions de pixels sur un grand format, ils vont être de meilleure qualité que si je mets 10 millions de pixels sur un plus petit format. Les photosites vont être plus petits dans ces cas-là et de moins bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils vont moins bien capter la lumière. Du coup, ça va jouer déjà. On ne parlera pas aujourd'hui du cercle de confusion qui rentre avec, selon l'optique et la qualité du capteur, mais par exemple, ça joue sur cet élément-là qui a un impact direct sur la qualité, le piqué de vos photos et sur directement aussi la profondeur de champ de vos photos. Mais on fera abstraction, les puristes m'excuseront, on fera abstraction de cet élément-là. Maintenant, et c'est ce que l'on va voir en deuxième partie, quel impact le format de votre capteur a sur votre prise de vue. Maintenant que nous avons vu les différentes tailles de capteurs, nous allons voir l'impact que ça a sur votre prise de vue. Pour ça, il va falloir vous familiariser avec une notion que l'on appelle la distance focale. Qu'est-ce que la distance focale? La distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique de la lentille du foyer de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si vous prenez une loupe, c'est la distance que vous allez avoir entre votre loupe qui laisse passer le rayon du soleil, les rayons du soleil, et qui va projeter ces rayons sur votre feuille de papier. C'est la distance que j'ai entre les deux. Dans un objectif, on a plusieurs lentilles. Si on est, et on va prendre que cette partie-là, si on est en hyperfocale, c'est-à-dire en gros que vous faites la mise au point très loin, que vous n'avez plus de flou sur votre photo. Dans ce cas, c'est la distance que vous avez entre votre lentille externe de votre appareil photo, de votre objectif, et votre capteur. Dans ce cas-là uniquement. Les puristes m'excuseront, mais on fera juste ce cas-là, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Alors, quel impact ça a? La distance focale a un impact sur l'angle de champ et la profondeur de champ. L'angle de champ, c'est l'angle de vision. Souvent, on va parler entre le full frame et l'APS-C d'une focale équivalente. La focale équivalente, c'est quoi? Vous avez sans doute souvent entendu que pour un full frame, un 50 mm, l'équivalent chez un APS-C, c'est de 35 mm. Alors, c'est vrai, oui et non. C'est vrai pour l'angle de champ, c'est-à-dire en gros ce que vous voyez au niveau de la photo. Prenons cette photo ici. Je l'ai pris avec un 5D, c'est-à-dire un full frame, en 17 mm. Maintenant, regardons la différence entre un capteur full frame et un APS-C. Vous avez ici en rouge le full frame et en bleu l'APS-C. Vous voyez que le capteur APS-C est plus petit. Reprenons la même photo et appliquons dessus les deux capteurs avec la même distance focale, c'est-à-dire que les deux seraient en 17 mm. Voici ce que j'obtiendrai. En rouge, vous avez ce que voit le full frame. En bleu, vous avez ce que voit l'APS-C. Vous voyez que l'APS-C, contrairement à ce qu'on vous dit qui grossit une photo, en fait, l'APS-C voit une photo plus petite. On verra tout à l'heure au niveau des objectifs que ça a une conséquence. Donc, en fait, l'APS-C ne grossit pas la photo avec la même distance focale, il voit tout simplement une photo plus petite. Donc, pour avoir la même chose, pour avoir le même champ de vision, c'est-à-dire la même largeur, la même photo avec un APS-C, il aurait fallu que j'ai, en fait, voici la formule, une distance focale équivalente à celle du full frame divisée par ce qu'on appelle le crop factor, c'est-à-dire en gros le fameux ratio, vous entendez, fois 1,5 ou 1,6, puisque votre capteur est 1,5 ou 1,6 fois plus petit. À quoi c'est dû? Tout simplement parce que notre optique est ce que l'on appelle biconvexe, c'est-à-dire que quand vous prenez le ciel et la mer, sur votre capteur, le ciel est en bas, la mer est en haut. C'est-à-dire que ça s'est inversé. Ça s'est inversé à un croisement au niveau de votre optique. Cette distance du croisement entre ce croisement-là et votre capteur, que vous soyez en full frame ou en APS-C, est le même. Donc imaginons que ce croisement soit un projecteur vers lequel j'envoie un film en fait vers mon capteur qui fait 36 sur 24. Je vais régler évidemment cette optique pour que mon projecteur projette sur la totalité de mon capteur. Le problème, c'est que si je prends un capteur plus petit, mais comme je ne bouge pas ce projecteur-là, en fait, il y a une partie de l'image qui passe à côté, c'est ce que vous voyez ici, sur cette image qui est représentée en rouge pour le capteur et en bleu pour l'APS-C, enfin en rouge pour le full frame et en bleu pour l'APS-C. Vous voyez qu'une partie de l'image passe à côté au niveau de l'APS-C si j'ai la même distance focale. Donc pour avoir la même chose, il va falloir que je recule mon projecteur. Donc en gros, si vous préférez, il va falloir que,
dans l'optique, c'est l'effet inverse. Il va falloir qu'on rapproche ce champ-là, ici, d'avoir un champ de vision plus large. Donc, il va falloir que j'utilise mon crop factor pour faire la focale équivalente. C'est-à-dire, en gros, si mon capteur est 1,5 fois plus petite que le full frame, eh bien, tout simplement, je prends la distance focale du full frame que je divise par le crop factor, vers 1,5 ou 1,6, et j'obtiens la focale équivalente en APS-C. Alors, dans ces cas-là, avec une focale équivalente, je vais avoir le même champ de vision. Maintenant, qu'est-ce que ça joue au niveau de la profondeur de champ? Je vous ai dit tout à l'heure que ça joue sur l'angle de champ et sur la profondeur de champ. Sur l'angle de champ, on a vu qu'il fallait une focale équivalente. Sur la profondeur de champ, est-ce qu'avec une focale équivalente, j'ai la même profondeur de champ entre un full frame et un APS-C? C'est-à-dire qu'en gros, avec un APS-C, 35 mm, est-ce que j'ai la même profondeur de champ qu'un full frame, 50 mm? Eh bien non. Voici la formule simplifiée, on peut l'avoir plus complexe. D'ailleurs, les formules seront sur mon blog, si vous voulez aller les voir. Vous voyez qu'on rentre en fait dans la formule de l'APS-C le crop factor. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, en 35 mm sur un APS-C, j'ai une profondeur de champ équivalente aux 35 mm sur le full frame. Pour avoir la même cadrage, j'ai un 50 mm et du coup, j'ai la profondeur du 50 mm. C'est-à-dire qu'en gros, sur un full frame, en moyenne, j'ai une profondeur de champ qui est 1,5 ou 1,6 fois plus petit si vous êtes chez Canon que sur un APS-C. Voilà la grosse différence. C'est-à-dire que sur l'angle de champ avec une focale équivalente, c'est-à-dire 35 sur l'APS-C et 50 mm sur le full frame, vous avez le même cadrage, mais vous n'aurez pas la même profondeur de champ. Ça, c'est la grosse différence. Maintenant, dans la troisième partie, nous allons voir que chaque grand constructeur propose deux gammes d'objectifs, un pour les APS-C, un pour les full frame. Est-ce que je peux mettre l'un sur l'autre, un full frame sur un APS-C, un APS-C sur un full frame, et quelles conséquences ça a? C'est ce que je vous propose de voir dans cette troisième partie. Maintenant que vous avez choisi votre boîtier avec un capteur full frame ou un capteur APS-C, il va falloir que vous choisissiez les objectifs. Je dirais même que normalement, il faut faire l'inverse. Choisissez d'abord vos objectifs et après, avec le financement qui vous reste, choisissez vos boîtiers. L'objectif est beaucoup plus important au niveau de la qualité de l'image que l'inverse. Les grandes marques vont proposer deux gammes d'objectifs, les objectifs pour les full frame et les objectifs pour les APS-C. À quoi ça correspond et qu'est-ce que c'est? Alors, par exemple, chez Canon, on va vous parler d'EFS pour les objectifs APS-C, c'est-à-dire petit capteur, et EF pour les objectifs grand capteur. Chez Nikon, on va vous parler des DX pour les petits capteurs et FX pour les grands capteurs. Pentax, c'est les DA pour les petits capteurs, FA pour les grands capteurs. Sigma, c'est DC pour les petits capteurs, DG pour les grands capteurs. Et Tamron, on va parler de DI2 pour les petits capteurs et de DI pour les grands capteurs. Alors, à quoi ça correspond? Là, pour fâcher personne, je ne vais pas parler de FX ou de DX, parce que sinon, en fait, les Nikon X feront la tête si je parle de Canon, et les Canon X feront la gueule si je parle des Nikon. Excusez-moi du gros mot. Alors, on va parler d'objectifs pour les grands capteurs. Objectifs pour les petits capteurs, ça va être plus simple. Pour les petits capteurs APS-C ou objectifs pour les full frame. Qu'est-ce que ça fait? En fait, pour la même distance focale et la même ouverture, puisque l'ouverture joue, comme vous le voyez sur le graphique, et bien tout simplement, les constructeurs ont fait qu'un objectif prévu pour les capteurs APS-C plus petits projette une image plus petite vers le capteur pour la même distance focale et la même ouverture. Quelles conséquences ça a? Ça veut dire que si je mets un objectif full frame sur un capteur APS-C, bien tout simplement, une partie de l'image, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du graphique sur la photo du Mont-Saint-Michel, une partie de l'image va passer à côté. Quelles conséquences ça a? Rien. Je dirais même, ça peut être bénéfique. Quand vous prenez un objectif full frame sur un capteur, sur un appareil photo avec un capteur APS-C, bien tout simplement, vous n'allez pas utiliser l'extérieur de les lentilles, puisque l'image étant plus large, vous allez utiliser que le centre de l'image. Du coup, vous n'allez pas utiliser l'extérieur des lentilles. Or, l'extérieur des lentilles, c'est là que vous avez le plus de déformation, le plus de problèmes chromatiques, par exemple, surtout sur le grand angle. C'est là que vous risquez d'avoir des problèmes de vignettage, c'est-à-dire en gros les coins un peu ombragés sur vos photos. Du coup, vous évitez tous ces problèmes-là si vous prenez un objectif pour les grands capteurs sur un appareil photo pour les petits capteurs. Si je fais l'inverse, eh bien en fait, ça fait comme vous le voyez ici sur la photo, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'en gros, ici, comme il me manque avec mon objectif prévu pour les petits capteurs, il va me manquer, il va en projeter en fait vers le capteur une plus petite image, et bien en fait il va me manquer une partie de l'image sur mon capteur full frame. Donc du coup, je peux mettre un objectif full frame sur un APS-C, mais l'inverse n'est pas possible. Pour la bonne raison, c'est que je vais avoir un cercle noir tout autour, donc ça me donne une image complètement loupée. Donc je ne peux pas le faire. L'autre
raison aussi, c'est que si vous voulez voir correctement dans votre viseur, en fait, et c'était le problème des anciens full frame, on ne voyait pas la totalité de l'image quand on regardait dans le viseur, et bien maintenant, en fait, ça s'est corrigé, mais pour cela, en fait, ça veut dire que les miroirs sont plus grands sur les appareils full frame que les APS-C. Du coup, en fait, pour avoir une image plus petite au niveau du capteur avec un objectif APS-C, on rapproche l'arrière de votre objectif vers votre capteur. Si bien que, en fait, l'arrière de l'objectif rentre un peu plus dans le boîtier que pour un objectif full frame. Du coup, si vous mettez un objectif prévu pour un APS-C sur un full frame, l'arrière de l'objectif, le miroir, va venir buter contre l'arrière de l'objectif, puisque le miroir est plus grand et que, du coup, vous avez mis un objectif qui rentre plus et donc qui n'est pas prévu pour le full frame. Donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que vous pouvez monter n'importe quel objectif sur un APS-C, qu'il soit full frame ou APS-C, mais par contre, vous ne pouvez monter que des objectifs full frame sur un appareil équipé d'un capteur full frame. Par contre, vous auriez une meilleure qualité d'image en achetant des objectifs full frame pour les APS-C. Maintenant, la contrepartie est toujours la même. Les objectifs pour les full frame sont beaucoup plus chers que les objectifs pour les APS-C. Dernier truc, c'est que si demain vous passez sur un full frame, si vous avez déjà des objectifs full frame, ben, vous pourrez les faire passer. Si jamais vous avez utilisé des objectifs APS-C, vous serez obligé de les revendre et perdre de l'argent dessus. Maintenant, sachez que par exemple sur Canon, jusqu'au 7D, en fait, nous avons de l'APS-C. Juste le 6D est full frame. La conclusion donc de ce tutoriel, que peut-on en retenir? Eh bien, on peut en retenir que pour une focale équivalente, c'est-à-dire 35 mm sur un APS-C, 50 mm sur un full frame, j'aurai le même cadrage, c'est-à-dire le même champ de vision, le même angle de champ si vous préférez. Par contre, je n'aurai pas la même profondeur de champ. En général, sur un full frame, la profondeur de champ sera en 1,5 ou 1,6, ça dépend du crop factor, 1,5 ou 1,6 fois plus petite que sur un APS-C pour une focale équivalente. C'est-à-dire qu'en 50 mm sur un full frame et un 50 mm sur un APS-C, je n'aurai pas le même champ de vision, mais j'aurai la même profondeur de champ. Par contre, pour avoir la même vision, il va falloir que je prenne un 35 mm sur un APS-C, un 50 sur un full frame, mais je n'aurai plus la même profondeur de champ, parce que vous savez que plus je zoome, plus je diminue la profondeur de champ, plus je dézoome, plus je l'agrandis. Donc, avec une focale équivalente, j'ai la profondeur de champ d'un 35 mm sur un APS-C et la profondeur de champ d'un 50 mm, c'est-à-dire plus petite, sur un full frame. Voilà ce qu'on peut retenir là-dessus. On peut mettre des objectifs full frame sur tous les types d'appareils photo, mais par contre, on ne peut mettre que des objectifs full frame sur un objectif full frame. On gagnera en qualité d'image d'ailleurs en mettant un objectif full frame sur un APS-C. Quelques questions qu'on a pu me poser, par exemple, est-ce qu'un objectif full frame gère mieux les ISO qu'un objectif APS-C qu'un capteur APS-C, excusez-moi. Est-ce qu'un capteur APS-C gère mieux les ISO qu'un capteur full frame? Oui. En fait, on parle de bruit photonique. C'est-à-dire qu'en gros, le bruit est proportionnellement inversé au nombre de photons que vos cellules de votre capteur peuvent capter. C'est-à-dire qu'en gros, un capteur full frame proposant une surface plus grande va forcément capter plus de photons qu'un capteur APS-C. Du coup, un capteur full frame gérera mieux le bruit qu'un capteur APS-C. Et pour vous en convaincre, c'est assez simple. Prenez un petit compact ou votre appareil photo qui a un tout petit capteur et vous allez voir que tout simplement, quand vous allez monter vos ISO, ça va être une catastrophe. Alors que votre réflexe, surtout s'il est assez moderne, 800 ISO, il va le gérer correctement. Avec un petit compact, c'est une catastrophe. Donc oui, les grands capteurs gèrent mieux le bruit que les petits capteurs. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le full frame, l'APS-C. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Google, sur la page Google, sur la page Facebook, j'y répondrai. Vous pouvez aussi participer, c'est-à-dire qu'une fois maintenant, vu que je propose une photo par semaine, il y aura une rubrique en fait où je prendrai quelques questions des gens qui m'auront posé des questions sur Google, sur Facebook ou sur mon blog et j'y répondrai tout simplement dans les prochaines vidéos. Ceci dit, à la prochaine.